Imaginez un garage qui déborderait de Bugatti, de Ferrari et de Porsche. Un hôtel particulier de 101 pièces au cœur de Paris, avec son propre cinéma, son hammam et même des robinets en or massif. Une collection d'art digne d'un musée, des centaines de costumes de créateurs. C'est la vie de Théodorin Obiang, le vice-président de la Guinée équatoriale. Maintenant, imaginez le pays qu'il est censé servir. Un pays richissime en pétrole, mais où une grande partie de la population vit dans une pauvreté extrême. Un pays où l'accès à l'eau potable ou à des soins de base est un luxe. Alors, l'argent qui finance la vie de rêve de Théodorin Obiang, il vient directement des poches de ces mêmes personnes. On vous raconte aujourd'hui l'histoire d'un des plus grands braquages d'État du XXIe siècle. Voici comment 150 millions d'euros qui appartenaient au peuple ont été détournés pour les caprices d'un seul homme. Voici l'histoire du coup du siècle. Pour comprendre ce scandale, il faut d'abord s'intéresser au personnage principal, Théodoro Nguema Obiang Mangue, surnommé Théodorin. Né en 1969, il est le fils aîné du président Théodoro Obiang, qui dirige la Guinée équatoriale d'une main de fer depuis son coup d'État en 1979. Théodorin a grandi dans le pouvoir et l'argent sans jamais avoir connu la moindre limite. À 27 ans à peine, il est nommé ministre de l'Agriculture et des Forêts. Une position qu'il va vite utiliser, non pas pour servir son pays, mais pour se servir lui-même. Son train de vie est juste inimaginable. Au début des années 2000, la production de pétrole de son pays explose et ses dépenses deviennent stratosphériques. Il s'achète un manoir à Malibu, des jets privés et enchaîne les virées shopping à Paris, Londres, New York. Mais c'est en France que sa folie de grandeur va exploser au grand jour et finalement causer sa chute. Son joyau, c'était un immeuble entier, au 42 avenue Foch, une des adresses les plus chics de Paris. Plus de 6000 mètres carrés, estimés à plus de 100 millions d'euros. À l'intérieur, les enquêteurs ont découvert une démesure totale. Une discothèque, une salle de cinéma, un salon de coiffure, un spa et des robinets en or massif. Rien que sa chambre faisait plus de 100 mètres carrés. Et puis il y avait les voitures, une véritable obsession. En 2011, quand la justice française débarque, elle met la main sur une collection hallucinante. 2 Bugatti Veyron, une Ferrari 599 GTO, une Maserati MC12, une Porsche, pour une valeur de plusieurs millions d'euros. Et ce n'était qu'une petite partie de sa collection mondiale. Le plus fou dans tout ça, son salaire officiel de ministre, puis de vice-président, n'aurait jamais pu financer ne serait-ce qu'une jante de ses voitures. Alors, d'où venait tout cet argent ? La réponse est aussi simple que révoltante, des caisses de l'État équatorien. La Guinée équatoriale est un exemple parfait de ce qu'on appelle la malédiction des ressources. Ce petit pays d'Afrique centrale est l'un des plus importants producteurs de pétrole d'Afrique subsaharienne. En théorie, cette richesse aurait dû transformer la nation en une sorte de Koweït africain. Le PIB par habitant est d'ailleurs comparable à certains pays européens. Mais la réalité sur le terrain est un cauchemar. Une large partie de la population vit sous le seuil de pauvreté et les infrastructures de base manquent cruellement. La richesse du pétrole n'a jamais profité au peuple. Elle a été capturée, siphonnée et privatisée par une seule famille, le clan Obiang. Le mode opératoire de Théodorin, tel que l'a reconstitué la justice française, est un cas d'école de corruption. En tant que ministre, il contrôlait l'industrie du bois, l'une des rares autres ressources du pays. Les enquêteurs ont découvert qu'il détournait directement les revenus des ventes de bois sur ses comptes personnels. Mais ça, ce n'était que l'argent de poche. Le gros lot venait du pétrole. L'enquête a révélé un système complexe où des centaines de millions d'euros étaient transférés depuis les caisses de l'État vers ses comptes via des sociétés écrans et des intermédiaires. L'argent qui aurait dû construire des hôpitaux et des écoles finançait des fêtes à Saint-Tropez et l'achat de souvenirs de Michael Jackson pour des millions de dollars. Chaque euro dépensé dans le luxe était un euro volé à un citoyen qui n'avait même pas l'eau potable. C'est ce contraste insoutenable qui a fini par alerter une poigne de matilans. Pendant des années, ce pillage s'est déroulé au vu et au su de tous, protégé par un silence diplomatique complice. Mais en 2007, le mur du silence commence à se fissurer. 2 ONG françaises, Sherpa et Transparency International, décident de s'attaquer à un tabou, la fortune des dirigeants africains en France. Elles déposent une plainte, marquant le début de la saga judiciaire des biens mal acquis.
Au début, l'affaire est classée. Le pouvoir français de l'époque, pris dans les réseaux de la France-Afrique, ne veut pas de vagues. Mais les ONG s'acharnent. En 2010, elles obtiennent de la Cour de cassation, la plus haute juridiction française, l'ouverture d'une enquête. Les juges se mettent au travail, et ce qu'ils découvrent dépasse tout ce qu'ils imaginaient. Ils remontent les flux financiers, décortiquent les montages, et en 2012 frappent un grand coup. Ils ordonnent la saisie de l'hôtel particulier de l'avenue Foch. L'image des forces de l'ordre investissant ce palais de luxe fait le tour du monde. C'est un séisme. La Guinée équatoriale crie au scandale, invoque l'immunité diplomatique, prétend que l'hôtel est une ambassade. Mais la justice ne lâche rien. Les saisies continuent. La flotte de voitures de sport, les œuvres d'art, les montres. Le procès devient inévitable. En 2017, Théodorin, le playboy qu'on pensait intouchable, se retrouve sur le banc des accusés à Paris. Cette victoire est le résultat de plus de 14 ans de combats menés par des citoyens et des ONG. Mais le prochain défi, c'est de rendre l'argent au peuple. À votre avis, cette affaire va-t-elle vraiment créer un précédent et faire trembler d'autres dirigeants corrompus? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous pensez que ce travail d'enquête est important, abonnez-vous pour ne rien manquer. Alors, que va advenir de ces 150 millions d'euros? Pendant longtemps, l'argent confisqué dans ce genre d'affaires terminait simplement dans le budget de l'État français. Mais grâce au combat des ONG, une loi a été votée en 2021. Ce nouveau mécanisme de restitution des avoirs garantit que l'argent volé soit rendu non pas au gouvernement corrompu, mais directement à la population via des projets de développement contrôlés par la société civile. L'affaire Obiang sera le tout premier cas d'application de cette loi. L'hôtel particulier de l'avenue Foch, ce symbole de la prédation, sera vendu et les fonds devront financer des programmes de santé, d'éducation ou d'accès à l'eau en Guinée équatoriale. Le coup du siècle est donc sur le point d'être, au moins en partie, réparé. Cette affaire est une immense lueur d'espoir. Elle prouve que même si la justice est lente, l'impunité n'est plus absolue. Mais attention, le système qui a permis ce pillage, lui, est toujours en place. Théodorin Obiang est toujours vice-président, son père toujours au pouvoir, et le peuple équatorien attend toujours de voir la couleur de l'argent du pétrole. Le combat pour la justice, lui, ne fait que commencer.